je suis victime de harcèlement de la part d'un groupe d'officiers appartenant à une obédience. Je ne suis pas contre le fait de leur orientation sexuelle, non. Mais je suis contre le fait qu'on me fasse vivre des choses qui n'ont rien à voir avec l'administration. Si aujourd'hui je porte l'uniforme, c'est parce que l'article 68 du statut des forces de police nationale est très clair. La restitution de l'uniforme est consécutive à la mise à disposition de la cessation de service. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette interview sur GMT TV. Il porte encore l'uniforme, mais depuis 6 ans, il n'a plus de salaire. Officiellement, il conteste sa radiation. Officieusement, l'administration le traite comme un homme rayé des effectifs. Le brigadier chef-major, agent de police judiciaire, promu par décret présidentiel, Moulou Miridi Adri Gaël, dit être devenu un fantôme administratif. Il accuse un supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel. Il parle d'un dossier disparu, d'un arrêté de radiation qu'aucune autorité ne reconnaît et d'une détention au cours de laquelle on lui aurait fait comprendre que sa liberté avait un prix. Aujourd'hui, il a décidé de parler. Pourquoi maintenant? Jusqu'où est-il prêt à aller? Et que risque-t-il en exposant cette affaire au grand jour? Moulou Miridi Adri Gaël, brigadier chef-major de son État, est devant nous sur GMT TV. Bonsoir. Bonsoir. Vous dites une chose très précise. Vous n'êtes pas radié juridiquement, mais tout se passe comme si vous l'étiez. Expliquez-nous simplement, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que votre radiation est contestable et qu'est-ce qui prouve que l'administration vous considère malgré tout comme radié? Merci pour l'opportunité que vous me donnez en me permettant de m'exprimer via votre antenne. Cet arrêté est faux pour la simple et bonne raison. En 2019, j'ai obtenu la présence au corps afin de prendre un crédit à la banque dans laquelle j'étais domicilié. Le fait que vous constaterez au bas, il est écrit « L'intéressé ne fait pas l'objet ou n'est pas en cours de radiation au sein du corps ». Comment ça se fait qu'au mois de juin, je ne fais pas partie des personnes qui doivent être radiées ou en cours de radiation, mais qu'au mois de novembre, mon salaire a été suspendu? Face à cette situation, j'ai saisi le ministre de l'Intérieur. En saisissant le ministre de l'Intérieur, j'ai mis à sa disposition un enregistrement audio dans lequel il était dit par mon supérieur, ancien supérieur de fin aujourd'hui, qui était qui était conseiller administratif du commandant en chef, l'actuel commandant en chef, qui disait ceci dans l'enregistrement: si tu n'es pas prêt à te faire sodomiser, tu peux juste faire une fellation. Lorsque vous regardez, voici la lettre que j'avais adressée, la demande d'intervention adressée à M. Lambert Noël Matap, ministre de l'Intérieur, qui était intervenu par rapport à cela. En bas ici, vous voyez l'enregistrement audio dans lequel les faits étaient mentionnés. Le fait curieux, c'est qu'en 2020, dans une prétendue affaire d'extorsion de fonds, j'ai été mis à la disposition de l'inspection. Si réellement j'étais radié, pourquoi l'inspection, qui est antenne, pour ne pas dire organe de décision disciplinaire ou encore organe disciplinaire des forces de police nationale, n'avait pas l'information que j'étais radié? En 2020, j'ai été déféré et un ordre de poursuite a été signé contre ma personne. Ce qui veut dire que je suis bel et bien policier. Le juge d'instruction du 4e cabinet peut confirmer les faits, les dire. Lorsque j'étais en détention, déjà devant le procureur, c'est la première fois que le document, l'arrêté de radiation, a été présenté par le commandant Dembi Josué. On va aller pas à pas. D'accord. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez radié par les faits. Mais il semble que tout ne s'est pas fait dans l'ordre. On va revenir au début de cette affaire. En 2019, vous êtes un policier en service. Vous levez tous les matins pour aller au travail. Mais qu'est-ce qui est d'abord
qu'est-ce qui peut constituer le premier fait qui commence, ou qu'est-ce qui peut être ce jour-là où tout a basculé pour vous? Je veux dire, en me rendant auprès de ma banque afin de toucher mon salaire, j'ai constaté l'absence de solde. Me rapprochant du gestionnaire qui m'a fait comprendre que je n'ai pas été viré. En me rendant à la solde, ils m'ont dit, ça ne vient pas de chez eux, que j'aille au niveau de l'administration. Je suis allé, et y étant, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me rende du côté de Port-Gentil, certainement c'est dû au recensement. Je suis allé à Port-Gentil, et à Port-Gentil, ils ont fait comprendre qu'ils avaient déjà terminé, mais qu'il restait un dernier dispositif du côté d'OIM. Et je me suis rendu à OIM. Y étant, le groupe de recensement a fait comprendre que pour qu'on vous recense, il faudrait que votre administration, notamment la direction du personnel, mette à notre disposition des documents qui nous permettraient de vous recenser. Étant revenu sur Libreville, le directeur du personnel m'a fait comprendre qu'il était occupé, qu'on devait voir ça après. Et face au refus de me recevoir, j'ai été obligé de saisir le ministre de l'Intérieur afin de poser le problème. Et le ministre de l'Intérieur a saisi les autorités. Et à ma grande surprise, à 3 heures du matin, la banque est arrivée à mon domicile, prétextant que mon nom aurait été cité dans une affaire d'extorsion de fonds. Ils m'ont pris à mon domicile à 3 heures du matin, ils ont cassé le coffre-fort et n'ont pris seuls des documents qui étaient versés en pièces jointes dans la demande d'intervention adressée au ministre, dont un enregistrement audio qui parlait de harcèlement sexuel, des propositions de mon ancien chef hiérarchique qui disait que si je ne suis pas prêt à me faire sodomiser, mais je peux au moins faire une fellation. Seuls sont les documents qui ont été pris. J'ai été emmené à la BAC le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi. J'ai été gardé jusqu'à lundi où j'ai été mis à la disposition de l'inspection. Mais curieusement, aucune enquête n'a été menée, aucune confrontation n'a été faite. Et le 10 avril, j'ai été gardé pratiquement 29 jours à l'inspection. J'ai assisté aux couleurs tous les lundis et aucune information ne m'a été donnée dans ce sens. J'ai été présenté au parquet et lorsque nous sommes arrivés devant le procureur de la République, le commandant Dembi Josué a sorti l'arrêté de radiation. Il a présenté au procureur. Et j'ai dit au procureur que si réellement ce document existait, mais je ne pouvais pas être différé par l'inspection, puisque l'inspection ne diffère que des policiers en service. Comment on peut délivrer l'ordre de poursuite contre un policier qui n'est plus actif? C'est là où il a envoyé le dossier au cabinet d'instruction, y étant la personne qui aurait été prise en flagrant délit a été mise en liberté provisoire et moi, j'ai été placé sous mandat de dépôt. Quelques mois après, j'ai reçu la visite, j'ai été extrait de la prison centrale par le commandant, par le surveillant général, qui me disait que j'ai reçu une visite. En sortant, j'ai été face à mon bourreau. Il était colonel à cette époque, le colonel Bibé Michel Zeng. Il est décédé aujourd'hui. Qui m'a fait comprendre que ma liberté ne dépendait que de moi. Il suffisait que je valide et je sortais de prison. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je me fasse sodomiser. C'est ça le véritable problème. Je n'ai aucun problème contre la police n'a aucun problème contre moi, mais c'est un groupe d'individus qui a résolu de me faire passer des moments difficiles par une attitude véritablement exécrable. Et face à mon refus, quelques mois après, j'ai été sorti toujours par le service censure de la prison centrale où le directeur de la prison centrale me notifie d'un arrêté de radiation. C'est la première fois que je voyais l'arrêté de radiation après que cela ait été présenté au procureur le 10 avril. Après cette notification, soit pratiquement plus de 200, après que mon salaire ait été coupé, quelques mois après, le commandant en chef a envoyé la directrice des affaires sociales par intérim, le commandant, aujourd'hui colonel, Zita Priska Nzigou, qui, avec une liste de policiers en fonction en détention et un message de réconfort de la part de l'actuel commandant en chef. Lors de ma sortie, je me suis dirigé vers le commandant en chef par une lettre. Et la réponse du commandant en chef
pas le commandant en chef titulaire directement, le commandant en chef en second, notamment le général Boulet. Voici le courrier. Lorsqu'on lit ici commandant en chef des forces, commandement en chef des forces de police nationale, cabinet du commandant en chef en second, chargé de l'organisation et des personnels, c'est le général Boulet, en dessous direction générale de l'organisation et des personnels. Le fait curieux, c'est que ici, c'est le général Madjou qui a signé. Le général Madjou est commandant en chef en second, chargé des unités opérationnelles et de la logistique. Donc, pour bien comprendre, étant en détention, on vous fait comprendre que vous avez été radié, mais le commandant en chef en second écrit une lettre pour soutenir... Le commandant en chef titulaire. Titulaire écrit une lettre pour soutenir ou pour encourager des agents en service. Donc ça, c'est pour vous une première contradiction. Première contradiction. Donc, vous vous considérez encore là comme étant de l'effectif de forces de police nationale. Actif, bien sûr. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je sors de la prison, j'ai saisi le commandant en chef. Voici la réponse. C'est signé en PO, donc pas de lui-même. Je suis toujours confronté au général Boulet qui a envoyé la copie de l'arrêté à la prison centrale. Le commandant en chef me répond en PO, c'est répondu en PO, en me demandant de retourner vers la prison centrale afin de rentrer en possession du document querellé. Le document querellé ici, c'est la décision de radiation signée par le commandant en chef des forces de police nationale qui est mon employeur. Il est vrai que le ministère de l'Intérieur est l'administration de tutelle, c'est une vérité, mais mon employeur, c'est le commandant en chef des forces de police nationale. Donc, pour que l'arrêté ait un sens, pour que l'arrêté soit légal ou crédible, il fallait qu'il y ait obligatoirement la présence d'une décision de radiation. Face à cela, je me suis retourné du côté de l'inspection générale des forces de police nationale, où j'ai saisi l'inspecteur général. Et dans la réponse de l'inspecteur général, en saisissant l'inspecteur général, je n'ai pas mis l'arrêté. Parce que dans ma conception, si réellement l'inspecteur général était informé de l'arrêté en question, il devait me donner le bon numéro de l'arrêté. Je me suis interrogé, est-ce qu'il connaissait réellement? Je ne sais pas. Mais dans sa réponse, il confirme un arrêté. Mais curieusement, l'arrêté confirmé ici, c'est 456. Or, l'arrêté mis en cause, c'est l'arrêté 059. Et de suite, j'ai compris que l'inspecteur général ne savait pas sur quoi il avait posé sa signature. Et sur le même document, on parle de décision, on parle d'une décision. J'ai alors saisi à nouveau, ça c'est la réponse qui a été faite le 11 septembre 2023, j'ai à nouveau saisi le 13 septembre 2023, c'est-à-dire quelques jours après, l'inspecteur général, en demandant la mise à disposition conformément au statut, parce que le statut dit que j'ai le droit de rentrer en possession de différentes pièces contenues dans le dossier disciplinaire. J'ai saisi, et là c'est resté lettre morte. C'est ce qui m'a motivé à saisir le ministre de la Justice par courrier, et le ministre de la Justice a répondu. Dans sa réponse, il a dit ceci: je voudrais vous indiquer, après consultation des archives du ministère de la Justice, garde des Sceaux, l'absence de toute pièce jointe à la copie de l'arrêté sus-mentionné 051. Après vérification auprès du commandement en chef de force de police nationale, où d'ailleurs mon dossier personnel a curieusement disparu. Il y a eu une véritable résistance. Tout le service des archives et même le bureau du directeur de l'organisation des personnels, ancienne appellation, et directeur central des ressources humaines, nouvelle appellation, a mis tout en œuvre pour que je ne puisse rentrer en possession de mon dossier afin de connaître le contenu. Et après de multiples démarches, j'ai saisi le Premier ministre, M. Raymond Dansima, qui est intervenu en saisissant le commandement en chef. Aucune réponse n'a été donnée. L'administration, par le biais de la directrice générale de l'organisation des personnels, ancienne appellation, a tenté de me répondre
J'ai fait comprendre que vous ne pouvez pas me répondre parce que je ne suis pas Premier ministre. Répondez au Premier ministre et c'est au Premier ministre qui me donnera un élément de réponse suite à la lettre que j'ai pu écrire. Ils ont tenté à nouveau parce que j'ai saisi monsieur le vice-président du gouvernement qui a saisi le commandement en chef et jusque-là, personne n'a réagi. Après des démarches, il y a eu une réunion au cabinet du directeur central des ressources humaines, le colonel Alaba, qui était présent, le capitaine Chiamba était présent, le capitaine Samoa, qui est chef de service des archives, était présent. Curieusement, après 6 ans, c'est la première fois que je revoyais mon dossier navette. Et je vous précise que si mon dossier navette est sorti, c'est parce que j'ai fait un véritable tapage au niveau du 3e étage au commandement. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier navette? Le dossier navette, c'est en fait un dossier qui comporte tous les états de service d'un policier. Toutes les sanctions, tous les services dont le policier a pu être exposé. Nous, civils, on a toujours été habitués au fait que lorsqu'un policier est radié, il est amené au mât et devant ses collègues de manière publique. Il est dépossédé de ses galons, il y a une procédure. Est-ce que vous avez eu cette procédure? Cela n'a jamais été le cas. Aucune note officielle n'a été publiée. Je vais au ministère, je vais à l'inspection, je vais au commandement. Partout où je vais pour mes démarches, je vais en uniforme. Parce que aucune loi, aucun document administratif ne m'autorise à restituer l'uniforme. Le seul élément qui est à même de me donner le droit de restituer l'uniforme, c'est la cessation de service. Donc vous avez toujours votre uniforme, vous avez toujours vos galons, vos collègues vous reconnaissent comme étant policier, vous avez toujours votre arme, mais vous n'avez pas d'affectation, vous ne travaillez pas. Je rectifie, je n'ai pas d'arme, mais oui, toujours mes attributs de police, parce que le seul moment où un policier est emmené à restituer l'uniforme et les attributs de police, c'est lorsqu'il reçoit une cessation de service. Vous ne l'avez pas. Je n'ai pas de cessation de service, il n'y a pas de décision de radiation. Une tentative de mise à disposition de cessation de service établie en 2025 a été établie par l'actuelle directrice générale des ressources humaines. Mais le fait d'avoir découvert qu'il n'existe pas de décision de radiation, après consultation du dossier, a fait en sorte que cette notification de cessation de service soit retirée. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils notifient sur l'arrêté. Or, l'arrêté est faux. Pourquoi faux? Parce que pour qu'un arrêté soit solide, il faudrait qu'il y ait une décision de radiation. Et pour qu'il y ait décision de radiation, il faudrait qu'il y ait conseil de discipline. Et ce qui déclenche le conseil de discipline, c'est une demande d'explication. C'est ce qui a motivé ma plainte contre l'inspection générale des forces de police nationales. Parce que si réellement ces éléments existent, l'inspection n'aura aucun mal à venir présenter la situation. J'ai porté plainte contre le général Dieudonné Boulet, le commandant Dembi Josué et le commandant Kapi auprès de l'inspection. J'ai été auditionné par le lieutenant Obiri, qui a mené son investigation, qui s'est rapproché du chef des services archives de l'inspection générale des forces de police nationale. Et elle lui a dit qu'il n'existe aucune procédure disciplinaire en ce qui me concerne. Oui. Pour preuve, j'ai un constat transcription que je peux mettre à disposition, prouvant qu'il n'y a jamais eu de conseil. Mais au niveau de l'inspection, le lieutenant Obiri a fait comprendre qu'il a mis tous les éléments à la disposition du capitaine Farin Bonjou, et ce dernier a caché la procédure, retiré la procédure du circuit. C'est ce qui d'ailleurs a motivé la plainte que j'ai introduite contre lui. Au niveau de l'inspection technique des services, et l'inspection technique des services a déclaré qu'ils sont incompétents dans la mesure où il est au niveau de l'inspection générale et qu'ils n'ont pas compétence sur l'inspection générale. Donc, je voudrais comprendre, vous,
le moment où tout a basculé, on comprend finalement que c'est, vous l'avez dit, hein, vous accusez un supérieur hiérarchique, de vous avoir exigé des rapports sexuels et parce que vous avez refusé et donc tout a basculé pour vous. Mais depuis 2022, ce supérieur hiérarchique est malheureusement décédé. Mais pourquoi il y a ce plomb au-dessus de vous jusqu'à présent? Déjà, je vais vous dire, ce que je traverse actuellement m'a fait comprendre une chose, et c'est avéré. La résistance autour de cette situation qui aurait pris fin depuis 2022 est due au fait que c'est un réseau. Un réseau de quoi? Un réseau d'homosexuels. Au sein de des forces? Au sein des forces de police nationale, je le confirme. Comment comprendre que des personnes qui sont de véritables hétéros, qui ont des femmes à la maison, puissent soutenir, allant jusqu'à falsifier des documents administratifs, falsifier la signature du commandant en chef pour soutenir un homosexuel? C'est grave ce que vous dites. Je le dis et je pèse mes mots. J'ai accusé, j'ai porté plainte contre le défunt général Bibé. Il était encore vivant, il n'était pas général, il n'était même pas colonel. Si réellement j'aurais diffamé son nom, mais il devait me porter plainte. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il savait que je tenais une preuve. Parce qu'il savait que j'avais un enregistrement audio contre lui. Voilà pourquoi il a profité de toutes ces promotions pour pouvoir exercer son harcèlement professionnel et moral sur ma personne. Étant aidé par plusieurs officiers supérieurs et généraux. Comment le général Boulet, qui est un officier général assermenté, peut se permettre, il y a l'inspection générale des forces de police nationale qui est là, pourquoi avoir sauté l'inspection ou esquivé l'inspection générale des forces de police nationale pour mettre à disposition la sécurité pénitentiaire? L'excuse, c'est parce que je me trouvais en détention. Mais cela est faux. Il aurait dû envoyer la notification de l'arrêté au niveau de la sécurité pénitentiaire. Et la sécurité pénitentiaire devait me notifier la notification de l'arrêté. Parce que, vu de cette façon, le courrier qui a été fait par le directeur de la prison centrale, le document est là. Le directeur de la prison centrale me notifie directement l'arrêté. Or, la sécurité pénitentiaire n'est pas mon administration. Et conformément à notre statut, le statut des forces de police nationale, tout acte posé contre un policier, en l'absence de l'inspection générale des forces de police nationale, est nul et non avenu. Donc, illégal. Si cette voie a été empruntée par le général Boulet, c'est parce qu'il savait que l'arrêté était faux. J'ai rencontré le général Mouyabi, qui était commandant-chef en second des forces de police nationales, aujourd'hui inspecteur général des services au ministère de l'Intérieur, qui ne se reconnaît pas. Elle reconnaît, c'est vrai, la griffe. C'est sa griffe, mais elle ne reconnaît pas avoir eu connaissance de ce document. A d'ailleurs fait des révélations de ce que cet arrêté est un arrêté scanné. Ils ont scanné et ils ont simplement posé des informations qui me concernaient. Et cela est avéré. Parce que lorsqu'on regarde la réponse de l'inspecteur général, je ne sais pas s'il a lu le document qu'on a fait signer. On dit en 2018, je suis passé en conseil de discipline. J'avais le grade de sous-brigadier. Or, dans l'arrêté, il est dit ici, ma dernière année de passage, c'était en 2014. Donc 2014, je passe brigadier. Ce qui veut dire que je ne peux pas me retrouver brigadier, sous-brigadier en 2018, à moins qu'on me présente d'une procédure disciplinaire de rétrogradation. Et tout le monde connaît dans les forces de défense et de sécurité. Le président déchu a donné ce qu'on a appelé double crédit dans les forces de défense et de sécurité. J'ai bénéficié. Et c'est ce qui fait de moi un brigadier chef-major des forces de police nationale. Mais si je ne l'étais pas, mais avec la présence au corps, on n'allait pas mentionner, c'est bien mentionné sur la présence au corps, brigadier chef-major, que l'on explique comment j'ai fait pour me retrouver sur un arrêté de flou suspect, brigadier de police. Et cela... Donc vous montrez un arrêté de radiation que personne ne reconnaît officiellement, dont l'original lui-même est introuvable. L'original n'existe pas, ni au niveau du ministère de la Justice, qui aurait soi-disant pris l'arrêté, ni au niveau du commandement en chef des forces de police nationale. Donc vous dites également que la signature est fausse. Elle est fausse. Elle a été scannée. On voudrait comprendre, depuis 6 ans, vous n'avez pas de solde
pas de statut clair, pas de dossier, des pressions, au contraire, des tentatives d'intimidation. Comment vit-on quand l'État pour lequel on a servi vous laisse dans le vide? Qu'est-ce que cela fait à l'homme que vous êtes, au père que vous êtes, au policier que vous êtes? Ce qui me fait mal, ce sont les souvenirs que je garde de la police. S'il était possible de montrer mon corps, plusieurs personnes auraient crié. 2005, lors de l'élection présidentielle, le carrefour que nous avons baptisé, tous les éléments de l'MP savent, carrefour qu'on a baptisé Mungiri. J'ai subi. J'ai subi parce que nous étions dans une cuvette et les projectiles venaient de part et d'autre. Je suis rentré chez moi en calcif orange avec un débardeur. Et le lendemain, j'étais à mon lieu de travail. Cette même année, j'ai été envoyé à Mounana lors de l'élection présidentielle. Face à la population qui était armée de calibre 12 et de 5,5, le défunt Victor Ngoni Epiga a été roué de coups au niveau de la forêt. Qui est le policier qui est allé le chercher aux mains de ces personnes? C'est bien moi. J'ai risqué ma vie parce que c'est mon travail. Je ne suis pas venu dans les forces de police nationale parce que quelqu'un était fatigué ou lassé de moi. Non. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi mon père, qui était officier de police, s'était fâché après moi quand il a appris que j'avais eu le concours de police. C'est pas un parent qui m'a envoyé. Je suis allé à la police par vocation. J'ai été confronté à plusieurs difficultés, je le reconnais. J'ai servi la police avec dignité. Pas parfaitement. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de fautes, oui. Mais aujourd'hui, l'image qu'on veut donner sur ma personne est une fausse image. Vous êtes déçu? Je suis lourdement déçu. Je suis découragé par ce type de comportement. Je suis père de famille. Depuis 6 ans, je n'arrive pas à vivre. Je préfère épargner les conditions dans lesquelles je vis actuellement. C'est difficile pour moi. Et la question qui me posait lorsque j'arrive, mais toi, on a l'impression que tu n'as aucun problème. C'est comme si pour ces derniers, leur souhait est de me voir dans la misère, dans la souffrance. Et je confie d'ailleurs, c'est le cas. Parce que quand un officier supérieur dit, là où tu es parti mettre ton corps, cet homme-là sait faire le travail. Mais ce qu'ils oublient, c'est que je suis croyant, je suis chrétien. Je n'ai utilisé que 2 éléments pour les affronter. Ma foi en Dieu et la loi. Parce que je crois que eux, ils étaient motivés par leur désir de détruire ma vie que de regarder au texte. Et aujourd'hui, ils sont confrontés au texte qui les accuse, qui remet en doute. Vous parlez aujourd'hui d'un réseau au sein des forces de l'ordre et vous dites d'ailleurs craindre pour votre vie. Avez-vous conscience que ces accusations sont d'une extrême gravité et êtes-vous prêt à en répondre devant un juge, preuve à l'appui? Je répondrai devant un juge. Pour ce qui est des preuves, administrativement, il a été démontré qu'il n'existe aucun élément, aucune décision, aucun acte administratif qui autorise l'administration à me maintenir sans salaire. Pour preuve, le 22 avril, j'ai été, avant mon enlèvement, avant la tentative d'enlèvement dont j'ai failli être victime, j'ai été reçu par la directrice générale des ressources humaines et qui a fait venir le colonel Alaba, qui est directeur central des ressources humaines. Le colonel Alaba lui a dit, mon colonel, quand je suis arrivé, j'ai vérifié. Il n'existe aucun élément qui nous autorise à le maintenir sans salaire. Le 22 avril. Et quelques temps après, j'ai adressé un courrier en demandant le rétablissement de mon salaire. Je ne suis pas radié. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est le fait que mon salaire ait été coupé de façon frauduleuse. Pas pour des causes administratives ou financières, mais pour une raison d'homosexualité. Je l'ai dit, j'ai dénoncé, j'ai prouvé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus cet enregistrement audio, mais il y a des preuves que l'enregistrement audio a été mis à la disposition du ministre de l'Intérieur. C'est que ça bel et bien existé. Pendant des années, vous avez saisi la hiérarchie, les ministères, le Premier ministre, la vice-présidence, sans réponse. Pourquoi avoir choisi les médias aujourd'hui et qu'attendez-vous concrètement de cette exposition médiatique?
La raison qui m'a motivé pour passer devant les médias, c'est dû au fait qu'au niveau de l'administration, le commandant-chef réagit, le ministre de l'Intérieur réagit. Donc, ces autorités réagissent bel et bien. Toutes les autorités d'ailleurs que j'ai saisies réagissent. Mais le problème se situe au niveau des services techniques. À ce niveau, toutes les procédures sont bloquées. Depuis 2022, j'ai adressé plus de 40 correspondances qui n'ont jamais connu de suite. Pourquoi je choisis la voie des médias aujourd'hui? Parce que je sais que, administrativement, par courrier, on peut bloquer ou cacher ou soustraire une procédure. Mais au niveau des médias, cela ne peut se faire. Je crie vers le président de la République qui fournit de lourds efforts, certainement qui perd même son temps de sommeil pour pouvoir apporter la dignité, pour restaurer la dignité des Gabonais, pour apporter la tranquillité, la paix au niveau des casernes. Mais que certains, dans ces mêmes casernes, je parle précisément de la police, administration à laquelle j'appartiens, au niveau de certains services, précisément la direction générale des ressources humaines, qui s'attelle à mettre en berne toutes les motivations et toutes les déterminations du président en vue de réussir dans la mission qui s'est donnée, notamment la justice sociale. Comment quelqu'un peut sortir de sa maison en disant à ses enfants « je vais travailler », sachant que quand il va, il exerce une pression qui n'a pas de nom sur un père de famille depuis plus de 6 ans, qui refuse de régler le problème malgré ce qui est dit, qui refuse de donner les documents, de donner la vérité. La soustraction de la vérité est un délit grave au sein de l'administration. Mais il ne s'empêche, sachant que rien ne peut leur arriver. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, je me tourne vers le président parce que c'est lui qui est le chef suprême des forces de défense et de sécurité. Il est général. C'est un père pour la nation. C'est quelqu'un qui se soucie de la mauvaise condition de vie du Gabonais. Voilà pourquoi j'écris à lui. Il y a un prix à payer par rapport à votre démarche. Chez vous, on parle de grande muette. Vous savez que médiatiser cette affaire peut vous exposer davantage. Si demain cela devait vous coûter votre liberté, votre sécurité ou toute chance de réintégration, regretteriez-vous d'avoir parlé? Je ne regretterai pas. Et puis, les autorités, le président, l'idée de dire que quelque chose de mal va arriver, non, je ne crois pas. Parce que ce que je fais, c'est rendre un lourd service au président de la République qui n'a pas information de ce qui se passe dans des administrations, dans certaines administrations, notamment au niveau de la police, vu la situation que je traverse. Si ce que je dis est faux, il n'y a pas de problème, que l'administration, la direction générale des ressources humaines se présente et qu'elle apporte un élément administratif ou légal qui autorise à me maintenir sans salaire. Déjà que le 19, lors de cette réunion, on a découvert qu'il n'y a pas de décision de radiation, donc que je n'ai pas été radié. L'arrêté n'a pas de sens. Où est passé son original? Le ministre de la Justice dit que ça n'existe en copie. Il n'y a pas de procédure, aucun autre document administratif. Au sein de l'inspection, c'est la même chose. Bon, maintenant, quel est le support légal ou administratif dont dispose la Direction générale des ressources humaines afin de me maintenir sans salaire? Ma sécurité ne peut pas être engagée quand je milite pour la cause du président de la République, pour l'engagement qu'il a pu prendre pour la restauration de l'administration gabonaise. Je ne vois pas pourquoi ma vie sera en danger. Non, si ma vie est en danger, ce n'est pas à cause du président, mais à cause des personnes mises en cause dans les dossiers qui ont tenté de m'enlever, je le dis bien. Je ne dois ma liberté qu'à un désir d'avoir envie de consommer un World Cola. Parce que si ce jour je n'étais pas sorti pour prendre un World Cola, je n'allais jamais savoir, j'allais être surpris dans mon domicile. Mais quelle est la raison? Aucune raison. Nous avons visité avec des autorités au niveau de tous les commissariats d'arrondissement. Aucune plainte n'a été déposée contre moi. Mais pourquoi? Les 2 policiers qui m'ont dépassé ne me connaissaient pas. Mais il y avait 2 autres qui étaient cagoulés. Ces policiers cagoulés me connaissaient. Ce qui veut dire qu'ils ont été mis dans le groupe, ils venaient pour me prendre. Et ça, c'était semaine. Comme ça échoue. Je suis retourné vers la directrice générale des ressources humaines qui m'envoie vers l'INPIJ.
Je dis bien des policiers, mais on m'envoie vers l'INPIJ, sachant que l'INPIJ n'a pas compétence sur les policiers, mais c'est plutôt l'inspection générale. Face à cette situation, Monsieur le Président, c'est vrai la grande muette, mais les coups portés sur ma personne, regardant chaque jour mes enfants croupir dans la souffrance, ces coups, ce comportement exécrable de la part de certains supérieurs a redonné la voix à la grande muette que je suis. J'ai gardé le silence pendant 6 ans. Mais vu que cette situation dure, eux-mêmes, ils m'ont donné la possibilité de parler en portant des coups. Aujourd'hui, je passe des moments difficiles. Je vis dans des conditions inexplicables. Voilà pourquoi je me tourne vers vous afin de mettre cette affaire à nu. Je suis prêt à aller partout. Si ce que je dis est faux, qu'ils aillent me porter plainte. Je viendrai devant les autorités. Je viendrai devant les juges, devant le procureur. D'ailleurs, je vous informe qu'une procédure judiciaire contre ces derniers a été lancée. Elle est en cours. Je me tais aujourd'hui pour le secret de l'instruction. Mais c'est en cours. Parce que cette situation n'a que trop duré. S'il faille revenir dans le passé, ma concubine, 7 mois de grossesse, a été arrêtée par l'inspection, pourtant civile. Ils sont allés le prendre à son lieu de travail avec des FAMAS, des PMUSI, des armes de guerre, contre une fille enceinte, amoindrie déjà par la fatigue de la grossesse. Et au sein de l'inspection générale de force de police nationale, elle a perdu l'enfant. Tout le monde le sait au niveau de l'inspection. Tout le monde le sait. J'ai été calmé. J'ai laissé tomber malgré la douleur. Parce que j'ai estimé que les enfants, on peut les faire toute la vie. Mais voici comment aujourd'hui, on vient me traiter. Pas parce que j'ai commis une faute administrative ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai refusé de me faire sodomiser. C'est ça la raison. Je n'ai aucun problème avec la police. La police n'a aucun problème avec moi. Mais un groupe de personnes, membres de réseau, parce que pour moi, un être humain normal ne peut pas se permettre de soutenir un homosexuel sans pour autant avoir des points d'acquaintance avec ce dernier. Allant jusqu'à falsifier les documents. Et même la signature du commandant en chef des forces de police nationale a été falsifiée. J'ai la preuve, j'ai les documents avec moi. Comment comprendre que le commandant en chef réponde à un de ses subalternes sans pour autant passer par un document original? Apparemment, cela est leur pratique. Passer par des photocopies. On comprend la situation. On va clore cette interview juste pour le temps de vous donner le droit de donner un mot de fin. D'accord. Déjà, je vous remercie pour la disponibilité et pour avoir été attentif à mon cri, pour avoir laissé votre temps d'antenne. Je crie vers le président de la République, le général, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et vers maman Zita Oligui, officier supérieur. Je me tourne vers eux qui connaissent la douleur d'un enfant, qui sont des parents. Aujourd'hui, mes enfants passent des moments difficiles, pas pour une faute que j'ai pu commettre, mais simplement parce que j'ai décidé de garder mon honneur et ma dignité. Je crie à vous aujourd'hui, au nouveau ministre de l'Intérieur, au nouveau vice-président du gouvernement et au président, au vice-président de la République, afin que cette situation s'arrête, que mon sol soit rétabli et que je reprenne mon travail. Je le redis, je ne suis pas radié des forces de police nationale comme on veut le faire croire. C'est faux. Je suis victime de harcèlement de la part d'un groupe d'officiers appartenant à une obédience. Je ne suis pas contre le fait de leur orientation sexuelle, non. Mais je suis contre le fait qu'on me fasse vivre des choses qui n'ont rien à voir avec l'administration. Si aujourd'hui je porte l'uniforme, c'est parce que l'article 68 du statut des forces de police nationale est très clair. La restitution de l'uniforme est consécutive à la mise à disposition de la cessation de service. Et l'article 70 dit ceci. Un ordre qui n'est pas donné dans la bonne marche de l'administration ne peut être exécuté. Tout cela est régi par les textes des forces de police nationale.
Ce sera votre mot de fin. Merci. Depuis 6 ans, Moulou Miridi Adri Gaël vit sans statut clair. Radié, dit-on, mais sans procédure. Policier, affirme-t-il, mais sans solde. Entre silence administratif, documents contestés et accusations graves, une question demeure. Comment un agent de l'État peut-il disparaître sans jamais avoir été formellement exclu? À ce stade, la justice n'a pas tranché. Les autorités saisies n'ont pas répondu. Lui a choisi de parler sur GMT TV. Reste à savoir si cette parole sera enfin entendue ou si elle marquera le point de non-retour. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur GMT TV.